Je ne suis pas venue vous parler des technologies de l'intelligence artificielle. Je suis venue vous partager un regard, une vision sur notre capacité à nous en saisir pour nous émanciper. J'aimerais que ce soir, en sortant, vous sachiez comment vous voudriez vous en servir pour être plus libre. Mais tout d'abord, je vous propose un petit jeu. Je vous invite à fermer les yeux et à vous projeter chez vous, dans vos tâches quotidiennes. Lorsque vous y êtes, je vous invite à chercher la tâche, l'activité qui vous est la plus ingrate, la plus difficile. Ah, je vois que vous l'avez. Bon, pour me faire pardonner, je vous invite à chercher son opposé, c'est-à-dire la chose qui vous épanouit le plus dans votre vie. Ah, je vois quelques sourires. Merci beaucoup. Je vous invite à garder ça en tête jusqu'à la fin de la discussion. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'intelligence artificielle, c'est devenu une espèce de grosse tarte à la crème médiatique. On en parle de plus en plus. Pour les entreprises, c'est un véritable Eldorado, un coche à ne pas rater. Pour moi, je vois ça comme la poule aux œufs d'or et le magicien d'Oz réunis. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça date quand même des années 60. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle commence à sortir des laboratoires, se répand à grande échelle dans vos smartphones, vos objets connectés, où elles vont pouvoir apprendre sur vos données, ou de manière plus visible, comme les robots, les drones, ou bien sûr la voiture autonome, qui n'est qu'un robot dans lequel on peut rentrer d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est en fait un grand domaine scientifique que l'on range dans les sciences cognitives, celles qui s'intéressent à la pensée et à la connaissance. Et ce qui est amusant avec l'intelligence artificielle, c'est que ces frontières se décalent au fur et à mesure qu'elles progressent. Ce que l'on considère aujourd'hui comme de l'intelligence artificielle ne le sera pas forcément demain. Ce que je dois vous dire, c'est que l'intelligence artificielle, en fait, est constituée d'un tas de sous-domaines qui tentent de faire une chose, c'est-à-dire refaire ce que vous et moi, nous savons déjà faire, comme nos sens, nos mouvements, ou des choses plus complexes, comme calculer, écrire, parler, dessiner, et même imaginer. Yann Lequin le synthétise bien en disant que l'intelligence artificielle, c'est faire aux machines ce que l'on attribue généralement aux animaux et aux humains. Alors j'aimerais bien l'étendre à l'ensemble du monde biologique parce qu'on voit apparaître des projets de robots pollinisateurs, glyphosate-proof ceux-là, et j'aimerais bien voir l'intelligence collaborative de certains végétaux bientôt reprise par des intelligences artificielles. Alors pour réfléchir à l'IA, deux choses me semblent importantes. La première, c'est que jusque-là, les technologies nous étaient subordonnées. On programmait nous-mêmes leurs décisions. Aujourd'hui, on peut les rendre bien plus autonomes. On leur a appris à faire, on leur a appris à prendre des décisions, seuls. Vous voyez le changement? Mais rassurons-nous, pour le moment, elles prennent ces décisions uniquement dans des tâches bien circonscrites, car la deuxième chose à savoir, c'est que l'intelligence artificielle reste bien différente de la nôtre. Pour pouvoir comparer l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, j'ai souhaité représenter le champ des compétences cognitives sous forme d'un spectre, comme celui de la lumière. À ce moment-là, on peut voir que les intelligences artificielles sont en fait tout un tas de petites fonctions réparties sur le continuum cognitif. Une intelligence artificielle qui a appris à décrire des images ne pourra que décrire des images. Elle prend ses décisions dans son contexte, dans le petit monde qu'on lui a donné à apprendre. Pour se représenter une intelligence fluide comme celle de l'homme, mieux de la femme, il faudrait rajouter quelques dimensions supplémentaires. Celles pour toutes les interconnexions foisonnantes entre toutes ces compétences. Ensuite, les émotions. Et pour finir, la conscience. On est donc loin d'une éventuelle intelligence artificielle générale qui saurait comprendre et interagir avec notre monde. Pourtant, je trouve qu'on la médiatise beaucoup, on la fantasme. Et c'est l'arbre qui cache la forêt, car on sous-estime pas mal l'importance des intelligences artificielles qui existent déjà et qui peuvent profondément bouleverser notre monde. On passe parfois à côté des questions subtiles qu'elles soulèvent,
car ces intelligences artificielles, toutes autonomes qu'elles soient, restent pensées et programmées par des hommes. Alors, comment éviter les éventuels biais tels que le sexisme, mais aussi les préjugés sur l'âge, votre parcours scolaire? Il faut savoir, par exemple, que les intelligences artificielles de reconnaissance d'image ont le plus grand mal à reconnaître les visages des femmes noires. Soit on ne les voit pas, soit elles sont parfois taxées de gorilles. Un petit peu moyen. On est à l'heure de la fake news qui a révélé une sorte de grande guerre de la vérité. Et je ne sais pas comment on va faire avec ces nouveaux algorithmes qui viennent de sortir, très évolués, qui ont la capacité de générer des images qui trompent les meilleurs systèmes de reconnaissance d'images, mais surtout qui peuvent duper les humains. Vous imaginez le potentiel de manipulation? Comment va-t-on utiliser l'intelligence artificielle par rapport à l'emploi? Va-t-on les utiliser enfin pour lutter contre nos désastres écologiques? Vont-elles sauver des vies? Ou l'inverse? Les enjeux sont tels, il me croit, qu'on ne peut pas les laisser aux simples chercheurs et aux experts. La responsabilité est vraiment trop lourde, encore moins aux grandes entreprises qui portent ces technologies. Elles ne sont certainement pas les mieux placées pour défendre l'intérêt général. Il n'y a que nous. Et on peut faire des choses formidables avec l'intelligence artificielle. Un projet me touche particulièrement. Le projet Deep Patient a appris sur 700 000 dossiers à faire des prédictions médicales, parfois mieux que les médecins, en particulier pour la schizophrénie. Vous imaginez un diagnostic précoce, ce que ça peut représenter comme confort de vie pour les patients et leurs familles? Ou mieux encore, un algorithme est capable de poser un diagnostic précoce pour le cancer de la peau juste à partir de photos. Quand on sait les risques pour le mélanome, on imagine le nombre de vies sauvées. Croyez-moi. On peut faire des choses également bien plus troublantes. Un exemple m'a frappé dernièrement. Une grande entreprise chinoise a décidé de suivre en temps réel les ondes cérébrales de ses employés. Ils ont des casquettes bardées de capteurs pour adapter normalement les rythmes de production en fonction de leurs pics émotionnels. On en pense ce que l'on veut, mais une intelligence artificielle aussi intrusive, sous couvert d'adapter les rythmes de travail au bien-être des travailleurs, pose tout de même de véritables questions éthiques et de sécurité. Alors, j'aimerais vous demander, à vous, est-ce que vous seriez vraiment prêt à sacrifier une part de vos intimités au confort offert par l'intelligence artificielle? En parlant de confort, justement, j'ai un rapport un petit peu particulier avec celui-là. Je viens de vous parler de l'intelligence artificielle et je crois qu'il est temps que je vous explique pourquoi je veux vous parler de liberté. Je suis atteinte d'un syndrome d'Ehlers-Danlos. Alors je vous l'ai écrit là, parce qu'on peut vite entendre le nom d'un meuble en kit suédois, ce qui ne serait pas totalement faux. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un syndrome d'Ehlers-Danlos? Eh bien, ça veut dire que j'ai mal tout le temps et que mon corps est si fragile que mes articulations, un petit peu impolies, ne savent pas du tout se tenir et tentent de se déboîter dès que j'ai le dos tourné. J'avoue, j'en ai un petit peu bavé. J'ai commencé par être attachée pendant des semaines en grand écart, très petite. J'ai pu passer quelques mois de ma vie totalement immobilisée et j'ai collaboré pendant quelques années avec un fauteuil roulant. J'ai tenté d'être aveugle, sourde. Bref, j'ai vraiment bien compris l'importance et surtout la chance d'avoir notre autonomie. Bon, il y a quelques avantages à avoir un syndrome d'Ehlers-Danlos. Les symptômes sont tellement hétéroclites, j'adore ce mot, que j'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Et puis, la douleur, cette fameuse douleur, eh bien, elle vous pousse à chercher à l'intérieur de vous-même des sortes d'espaces de respiration lorsque le corps n'en peut plus. Et c'est là que j'ai trouvé ma propre liberté. Et c'est avec ça que je viens vous parler aujourd'hui. J'ai dû devenir un peu plus créative, sans doute pour m'adapter à cette situation.
Ça explique certainement pourquoi je suis devenue architecte et designer. Et comme je suis un peu technophile, pas techno-addict, eh bien, je me suis intéressée aux technologies émergentes. D'abord les réalités virtuelles, puis ensuite évidemment l'intelligence artificielle. Et j'y vois de véritables nouvelles matières à concevoir, des véritables opportunités de remédiation. Mais je sens, de manière viscérale, qu'il y a un véritable risque pour notre indépendance. Alors, en 2017, j'ai décidé de me consacrer à la recherche. Et donc, j'ai donné mon entreprise à mes super employés. Et j'ai cherché de nouvelles façons d'agir. Et de manière extraordinaire, j'ai rencontré d'autres fous qui avaient eux aussi besoin d'agir, de changer leur façon de faire avec la société et avec les technologies. Alors, en une soirée, on a décidé de créer un laboratoire citoyen, une sorte d'ONG Up, pour créer de nouvelles façons de faire société. Nous sommes persuadés que l'intelligence artificielle, mais surtout l'intelligence collective, sont deux lames qui vont profondément transformer notre monde. Nous croyons que la collaboration est une condition sine qua non pour répondre aux grands défis de notre civilisation. Nous voyons l'IA au service du bien commun. Et pour cela, on fait au quotidien des événements, des ateliers, des groupes d'apprentissage pour apprendre les enjeux des nouvelles technologies tout en assimilant de nouvelles méthodes de faire ensemble. Nous accompagnons également certaines organisations qui ont décidé de changer de façon de faire, leur mode de gouvernance ou utiliser l'intelligence artificielle à bon escient. Et pour aller plus loin, on développe une section de recherche pour créer bientôt des intelligences artificielles qui pourront faciliter la collaboration, l'apprentissage, et on réfléchit à comment appliquer toutes ces nouvelles technologies au service du bien commun. Et vous, comment voudriez-vous voir évoluer le monde avec ces technologies? Vous vous souvenez de vos deux tâches au début? Eh bien, avec ça, j'aimerais que vous imaginiez une société qui utiliserait sa technologie avec sagesse. Car certes, l'intelligence artificielle pourrait absorber progressivement nos libertés individuelles au profit des uns, des autres, du marché de la donnée, d'un éventuel confort appuyé sur notre dépendance. Mais si elle est bien utilisée, elle pourrait bien nous rendre le temps nécessaire à nous épanouir, le temps nécessaire à être pleinement humain. Imaginez une intelligence artificielle qui serait une sorte de prolongement doux de nous-mêmes, un entrelacement sobre et précis entre technique et biologique, où l'IA s'intégrerait de manière fluide et discrète dans un système impermanent et vivant. Imaginons qu'on revienne à l'essentiel, reprendre du temps pour apprendre et se connaître, donner du temps pour faire et transmettre. Nous pourrions laisser à l'IA ce qui nous éloigne de notre humanité, lui déléguer non pas nos paresses, comme dirait Damasio, mais lui rendre ce qui nous entrave et conserver pour nous ce qui nous épanouit. Aimer, apprendre, transmettre et prendre soin. Aimer, apprendre, transmettre, prendre soin. Je crois sincèrement que l'intelligence artificielle pourrait être le support d'une transformation profonde et humaniste, comme l'écriture a permis l'instruction. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Et nous allons devoir, ensemble, créer un univers d'idées positives pour pouvoir le faire émerger. Car baigner dans des projections du futur, c'est les laisser progressivement exister. Alors pour ça, je vous propose 3 choses. La première, c'est d'être vigilant aux outils numériques que vous allez utiliser. Qui servent-ils vraiment? Créent-ils de la dépendance ou de l'indépendance? La deuxième, plus sympa, c'est de vous laisser imaginer les solutions vertueuses, celles dont on a vraiment besoin, avec l'intelligence artificielle, et d'en parler autour de vous. Enfin, plus intime, je vous invite à chercher à l'intérieur de vous-même ce qui est vraiment essentiel, ce qui vous épanouit,
Et lorsque vous l'aurez trouvé, allez aider et soutenir les projets qui vont dans ce sens. La route risque d'être longue, on va avoir besoin de courage, mais pour le moment, la voie est encore libre. Quel choix ferons-nous? Je ne sais pas comment vous vous appelez, je ne sais pas si ce soir nous allons pouvoir changer le monde, mais j'aimerais que ce soir, en sortant, vous ayez follement envie d'être libre, libre d'être humain. Merci.